L'eau des collines de Marcel Pagnol. Première partie, Jean de Fleurette. Fleurette, écoute bien, c'est pour toi ma petite chérie. Les Bastides Blanches. C'était un village de 150 âmes, à 2 lieues d'Aubagne. Une route de terre y conduisait par une montée abrupte, d'où partaient quelques sentiers qui menaient au ciel, quelques rues étroites à cause du soleil et tortueuses à cause du mistral. Sous une rangée de très vieux platanes venaient s'asseoir les vieux, à l'ombre pour la conversation. La particularité des Bastides, c'est qu'il n'y avait que 5 ou 6 noms. Alors pour éviter des confusions possibles, on ajoutait au prénom, non pas le nom de famille, mais le prénom de la mère. Ils bavardaient volontiers de tout et de rien, mais la première règle de la morale bastidienne était « on ne s'occupe pas des affaires des autres ». Comme dans tous les villages, il y avait des jalousies, des rivalités et même des haines, suite à des testaments, des histoires de braconnage, de terres mal partagées, de coins à champignons. Mais, en revanche, les Bastidiens ne formaient qu'un seul bloc contre ceux de Crespin. Tous prêts à une bagarre générale ou même à de faux témoignages. Leur plus grand défaut était l'avarice, mais une avarice maladive. Ils payaient le pain avec du blé ou des légumes, et en échange de 2 ou 3 côtelettes, ils donnaient au boucher une poule, un lapin ou 2 bouteilles de vin. Leurs champs étaient bordés d'oliviers, d'amandiers et de figuiers, et ils y cultivaient des pois chiches, des lentilles ou du blé noir, des plantes qui pouvaient vivre sans eau. Quelques vignes aussi. Ils vivaient de leurs légumes, du lait de leurs chèvres, du cochon que l'on tuait chaque année, de quelques poules et surtout du gibier qu'ils braconnaient dans l'immensité des collines. César Soubeyran, dit le Papé, approchait la soixantaine. Il se dit au village qu'à la suite d'un chagrin d'amour, il s'était engagé dans les Zouaves et qu'il avait fait la dernière campagne d'Afrique. 2 fois blessé, il en était revenu vers 1882 avec une pension et une médaille militaire. Il ne s'était jamais marié. Il était le plus vieux survivant des Soubeyran et il représentait l'autorité souveraine. Il habitait la grande et vieille maison familiale au plus haut des Bastides. Le Papé y vivait seul, avec une vieille servante, sourde et muette. De ses 4 frères, tous morts, il ne lui restait qu'un neveu, Hugolin, dit Galinette, suprême espoir de la race des Soubeyran. Il venait d'atteindre ses 24 ans et vivait dans un petit mas en dehors du village. Son père lui avait laissé 32 pièces d'or dans une petite marmite en fonte qu'il cachait, bien enterrée sous le pied de son lit. Régulièrement, il les recomptait, les caressait, les faisait teinter. Quelques filles du village n'auraient pas été mécontentes d'épouser Hugolin, histoire d'ajouter quelques parcelles au territoire familial. Mais Hugolin répondait toujours au Papé « Une femme, et à quoi elle me servirait ?» Hugolin avait un plan. Pendant son service militaire à Antibes, il avait un copain italien qui était paysan comme lui, mais il ne cultivait pas les pois chiches. Il faisait pousser des fleurs. Il l'avait invité un dimanche à visiter ses terres et Hugolin en était resté ébloui. Pendant tout son temps libre, il allait prêter la main à son copain et ainsi, il a appris à cultiver les œillets. Une fois libéré de son service, il avait rapporté une 30aine de pieds qu'il s'empressa de repiquer derrière sa maison à l'abri des regards
et quand il montra d'un geste triomphal le résultat au papé, il en resta ébahi. « Ah, c'est à ça que tu t'amuses !» Alors Hugolin lui parla longuement des cultures d'Attilio. Mais le papé haussa les épaules et dit « Tu as beau dire, c'est des paysans de fantaisie. » Alors Hugolin cueillit une trentaine d'œillets, bien épanouis, lia le bouquet avec un brin de raffia, le plia dans un journal et força le papé à l'emmener à Aubagne. Ils entrèrent dans un beau magasin de fleuriste, posa son bouquet sur le comptoir et dit « Combien vous m'en donnez ?» Le fleuriste dit « C'est du beau. » « Et c'est du malmaison, dit Hugolin. « Ah, vous seriez venu en février, je serais bien allé jusqu'à 50 sous. Mais là, c'est la fin de la saison. Mais ça vaut quand même 20 sous. » Le vieillard pensait 20 sous. C'est le prix de 2 kilos de pommes de terre ou d'1 litre de vin. Pour un bouquet comme ça. Mais c'était le prix d'un œillet. Et il reçut donc 40 francs pour son bouquet. 40 francs, le papé fut vite convaincu. « Je veux planter là-haut, à 300 mètres de ma maison. C'est abrité du vent. Mais il faudrait racheter la terre et la source de Piquebouffig au Romarin. » « Mais elle a encore de l'eau, cette source ? Mon père disait qu'elle était morte. » Le papé dit « Non, elle est plus que bouchée, ça c'est sûr. Elle ne sert jamais, Piquebouffig ne boit que du vin et ne se lave jamais. Mais quand j'étais jeune, c'était un joli ruisseau, et je crois qu'il vendrait les terres, si on lui montre les sous. » C'est par un beau matin de juin qu'Hugolin et le papé, habillés de propre avec un chapeau, allèrent rendre visite au solitaire Piquebouffig. Ils le trouvèrent perché dans un olivier. Le papé lui montra les 5 grands billets de 1000 francs. Mais il leur cria de foutre le camp, que jamais il ne vendrait son bien. Il les menaça vigoureusement. Mais à 2 contre 1, Piquebouffig fut vite vaincu. Sa tête heurta le sol violemment après un vol de au moins 5 mètres. Le pauvre homme s'éteignait, le visage dans la poussière. « Il faudrait pas qu'il crève, dit Hugolin. « Et pourquoi, dit le papé, ça arrive qu'on se tue en tombant d'un arbre. Portons-le sous l'olivier. S'il ne se réveille pas, les héritiers vendront sûrement la ferme aux enchères, et nous l'aurons pour pas bien cher. » Après les funérailles, ils étaient descendus jusqu'au pied des roseaux. Papé dit « Regarde, autour de mon pied, ça giscle. L'eau est empêchée, mais elle est là. Quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune, je suis bien content de lui avoir cassé la gueule. » Ils se posaient tous la question au village. Qui hérite ? Et après de longues recherches dans les mémoires, Casimir dit « Naturellement, c'est Fleurette qui hérite. » « Et qui c'est cette femme, dit Hugolin. Une que ton papé a bien connue, pas vrai, César ? C'était Fleurette de Bérengère. Fleurette la jolie. Elle avait épousé le maréchal Ferrand de Crespin. Fleurette, c'était la merveille du pays. Le papé s'empressa de dire que de toute façon ce bien ne valait pas grand-chose. « Ça, c'est possible, dit Anglade. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y avait une source. Quand j'étais enfant, je l'ai vue. » Dès le lendemain, tous les deux eurent l'idée d'aller à la source, et le papé eut une idée. Si accidentellement, tu glisses et que tu fais tomber un sac de ciment sur le trou de la source, ça peut arriver, accidentellement. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Une lettre répondant au notaire disait que Fleurette n'étant plus de ce monde, c'est son fils Jean qui héritait. Il a dans les 35 ans et il fait le percepteur. Il est marié et il a une petite fille, Manon. Malheureusement, par la volonté de Dieu, il est bossu. Le papé tout de suite comprit que ce Jean de Fleurette vendrait. Les percepteurs ne sont pas bêtes, ils savent très bien que c'est plus facile de faire sortir l'argent de mes poches plutôt que de la terre. Le papé pensa
Qui l'aurait cru que Fleurette ferait un petit bossu? Elle était grande, elle était belle, elle était fraîche comme la rosée. Tu l'as connue, papé? Oh oui, très bien. Trop bien, peut-être. Un matin, l'équipage parut. 2 mulets traînaient une charrette chargée très haut. Derrière la charrette marchait un homme qui paraissait immense et blond. Il portait à cheval sur son cou une fillette aux boucles dorées. Et derrière, une grande femme blonde qui serrait sur son cœur une grande brassée de romarin. Elle était en admiration de tout ce qu'elle découvrait. « Aimée, regarde !» cria le bossu. « Admire ces ronces géantes, ces oliviers, ces romarins arborescents. » Puis l'homme tira de sa poche un objet brillant, le porta à sa bouche, et Hugolin entendit une surprenante musique, celle d'un harmonica, et tout à coup la femme chanta. Cette voix était d'une pureté et d'une force surprenantes. Puis le bossu sortit de sa poche une lourde clé rouillée, et la porte s'ouvrit dans un grincement grave et sourd. Hugolin fit connaissance avec la famille et aida même à décharger la charrette. Tout cela afin d'en savoir plus. Hugolin dit « Vous ne seriez pas Jean de Fleurette ?» « Il est exact, dit le bossu, que je m'appelle Jean, et que ma mère s'appelait Fleurette. » Le bossu leva son verre et dit avec une certaine solennité « Je bois à la mer d'Atur, aux collines odorantes, aux cigales, à la brise, aux roches millénaires, je bois à l'azur. » Chaque jour, Jean confiait ses nombreux projets à Hugolin, ses cultures de courges, son élevage de lapins d'Australie, la construction d'une 2e cuve de réserve d'eau. Il répétait qu'il voulait cultiver l'authentique et créer la race de lapins des romarins. Il voulait agrandir ses terres. Hugolin, chaque soir, faisait au papet le compte-rendu de tout ce qu'il lui racontait. Ils virent le muletier faire de nombreux voyages chargés de tuiles, de ciment, de gros tuyaux, etc., des projets de grande envergure. Avec 10 mâles et une centaine de femelles, nous assurerons 1500 naissances par an, ce qui sera bien suffisant. Pour la première fois de sa vie, il avait grand plaisir à vivre. Sa mère Fleurette était née dans cette ferme. Il aimait ses pinèdes. Hugolin rendait de nombreux services et de prêts de matériel, et Jean ne se doutait pas que c'était intéressé, bien sûr. Le conseil du papet, c'était gagner l'amitié du voisin afin de lui racheter sa ferme au meilleur prix. Jean s'épuise aux travaux et surtout, il boit beaucoup de vin blanc. Les nombreux voyages avec l'ânesse pour aller à la source des plantiers étaient harassants. Tous les 3 n'en pouvaient plus. Pendant ce temps, le papet les observait en se moquant bien de leur inconscience. Jean espérait tous les jours la venue de la pluie. Les courges commençaient à baisser la tête. Les lapins avaient faim. Le vent d'Afrique, le sirocco, par malchance s'y est mis aussi. C'était la catastrophe dans les cultures. De plus, le petit pécule diminuait dangereusement. Aimé avait même vendu son joli collier, mais les émeraudes étaient fausses. La petite Manon faisait les voyages de l'eau aussi. Elle portait de petites charges, mais cela la fatiguait beaucoup. L'été brûlait toujours, impitoyable, et cette course à l'eau dura. Manon, trop fatiguée, resta avec Baptistine. Un soir, Jean sentit l'orage venir. « Je veux recevoir en pleine figure cette eau bénie que la Providence nous accorde enfin. » Mais quand la mer de nuages atteignit le haut récif du Saint-Esprit, elle s'ouvrit et les 2 moitiés de l'orage partirent de chaque côté. Jean serra la main de Manon, qui pleurait sans bruit. Il leva son visage vers le ciel et cria d'une voix puissante et désespérée « Je suis bossu, vous ne le savez pas. Je suis bossu, vous croyez que c'est facile ?» Il cria encore à travers les grondements du tonnerre « Mais il n'y a personne là-haut !» Puis
il revint doucement vers la maison, désespéré. « Avec ce soleil, dit Pamphile, toutes ces coucourges vont crever. »« Ça prouve qu'il a mal calculé son affaire, dit Amélie. Et pourquoi va-t-il chercher son eau si loin ? » Parce qu'il ne sait pas qu'il a une source chez lui. « Hé, Pamphile, tais-toi, ça ne rapporte rien de s'occuper des affaires des autres. » Chaque soir, Jean revenait en s'agrippant à la queue de l'ânesse, épuisée elle aussi, et qui boitait. Sa course titubante, ivre de soleil, de fatigue et de vin. Le papet proposa alors d'hypothéquer la moitié de sa ferme. Il versa à Jean 4000 francs. Avec cet argent, Jean put rembourser ses dettes et entreprendre de creuser un puits. Mais le terrain est difficile. Il se situe dans le Crétacé-Jurassique de la deuxième époque du Quaternaire, c'est-à-dire qu'il va rencontrer une épaisse couche de roches très dure. Jean buvait de plus en plus et disait « Je comprends maintenant la soif du terrassier. » La dynamite fut posée, l'explosion fut terrible. Le vin et la poudre, ça ne va pas ensemble. Jean est inanimé. Le docteur fut appelé, mais il ne put rien faire. Une petite pierre tranchante est venue se loger dans sa nuque et Jean s'éteignit doucement. « Il n'a pas souffert pour aller là où nous irons tous, dit le docteur. » Avec l'hypothèque déjà signée, le papet et Hugolin n'eurent pas de mal à obtenir la ferme et les terres, pour un bon prix, et une fois l'hypothèque remboursée et les frais payés, il restait au moins 3000 francs à aimer. L'affaire fut faite, Manon en pleurs de quitter la maison vendue. Le lendemain, dès 7 heures, Hugolin et le papet étaient déjà au Romarin. Ils faisaient une comédie avec le pendule comme s'ils cherchaient la source. Et ils sont revenus dans la soirée pour casser le ciment qui la bouchait. Hugolin est heureux. Les œillets, papé, 15 000 francs par an. C'est la fortune qui bouillonne. Regarde, regarde. Et le petit ruisseau ressuscité bondit sur la pente. Hugolin éclata de rire et se mit à danser. Il jeta sa casquette en l'air. Mais un long cri aigu monta de l'autre côté des genêts. Un cri désespéré. Hugolin en resta figé. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. « Oh, ça, c'est une lièvre que la Buse vient d'emporter. » C'est Baptistine qui retrouva la fillette, 3 heures plus tard cachée dans un ravin, toute ramassée sur elle-même, blême et muette. Baptistine la prise dans ses bras, murmura quelques prières et l'emmena doucement vers la maison. Hugolin, agenouillé au bord du ruisselet, dressait vers le ciel un gobelet plein d'eau. Il versa l'eau sur sa tête et dit solennellement « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, le roi des œillets. »